Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une mosaïque de documents assez fascinants, des publications d'infodrones, une note de synthèse, et ensemble, tout ça dresse un portrait vraiment saisissant du Grand Montréal à la fin du mois de mai 2025. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer les multiples facettes de la transformation de la ville. On va regarder comment Montréal jongle avec une croissance immobilière intense, l'innovation, son héritage, bref, une vraie plongée au cœur du développement urbain. Ouais, et ce qui est frappant quand on met tous ces documents bout à bout, c'est de voir une ville en pleine effervescence. On sent une tension créatrice, je dirais. D'un côté, il y a une croissance presque frénétique, et de l'autre, une vraie recherche pour des solutions durables, pour plus de communautés. Chaque projet, que ce soit un parc ou un gratte-ciel, raconte un peu cette histoire. Exemple parfait. Le quartier est en pleine métamorphose, avec notamment ce nouveau projet de marché Griffinton. L'idée, c'est de s'inspirer des grands marchés publics européens. On nous parle de produits frais, locaux, des aires de restauration, des événements culturels. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Exactement. Pour souligner l'ampleur, le document mentionne aussi un nouveau complexe résidentiel de Mondève, dans le même coin. Plusieurs tours, 750 unités réparties en 3 phases. La construction va s'étaler jusqu'en 2026 et même au-delà. C'est énorme. C'est énorme. Et là, on touche à un point central. Griffintown est un cas d'école de la revitalisation post-industrielle, c'est certain. Sa proximité avec le centre-ville, le canal de la Chine, tout ça en fait un emplacement de choix. Mais cette vitesse de transformation, c'est du jamais vu. On passe d'un passé ouvrier à un pôle résidentiel et commercial ultra moderne en, quoi, une décennie. Oui, c'est ça, la vraie question. C'est le passage d'un monde à un autre. Et on ne construit pas que des condos, en fait. On remplace une histoire, une mémoire. C'est ça le vrai défi de ces transformations si rapides. Alors, changeons de décor. On quitte Griffintown pour le district central, dans Ahuntsic, quartier Viel. Là, la stratégie est complètement différente. Historiquement, c'était le quartier de la mode, Chabanel, et on nous parle d'une véritable renaissance manufacturière. Tout à fait. La SDC du district central, la Société de développement commercial, regroupe près de 800 entreprises. Et l'idée, c'est de relancer la production locale. Mais attention, hein, pas l'ancienne industrie lourde. On parle de design, de textile de pointe. C'est une stratégie de diversification économique, donc. Exactement. Plutôt que de tout miser sur les bureaux, le secteur tertiaire, la ville soutient le retour d'une production locale. Ça renforce la résilience économique. C'est très stratégique. D'accord. Autre exemple de transformation radicale, et encore une autre approche, le quartier Saint-Michel. Longtemps, il a été associé à la carrière Miron, à une image assez négative. Et là, il se réinvente complètement, avec le pôle des arts du cirque. C'est la TOHU qui pilote ça, et le projet a mis sur la culture, l'écologie, l'inclusion sociale. C'est ambitieux. C'est fascinant. Ce qui est fascinant ici, c'est l'utilisation de la culture comme moteur de développement. Ce n'est pas juste esthétique. C'est vraiment un outil pour changer la perception et la réalité d'un quartier. C'est un pari sur le long terme pour redynamiser un secteur qui a été historiquement un peu marginalisé. On voit bien ces grands chantiers, mais la transformation se joue aussi à une plus petite échelle, n'est-ce pas? Je pense à des innovations plus discrètes, comme ce projet pilote dans Centre-Sud, qui transforme une partie de la rue de Rouen en une série de cul-de-sac. Oui, c'est directement inspiré du modèle des super-îlots de Barcelone. Le concept est simple. On veut décourager le trafic de transit. Le trafic de transit, c'est-à-dire les voitures qui ne font que passer. C'est ça. L'objectif, c'est de rendre les rues plus sécuritaires et plus calmes pour les résidents. Améliorer la qualité de vie, tout simplement. C'est un test en fait. Un test pour repenser la place de la voiture en ville. Mais les sources soulignent une inquiétude, notamment chez les commerçants. Bah oui, c'est le point de tension classique. Pour un commerçant, l'équation moins de voitures peut vite devenir moins de clients. C'est pour ça que c'est un projet pilote. La ville teste, elle écoute, elle mesure l'impact. C'est une sorte de dialogue urbain à ciel ouvert. Une autre innovation, cette fois-ci plus écologique, les parcs éponges. On en trouve à Montréal, Laval, Longueuil. Le but, c'est d'absorber temporairement les eaux de pluie pour réduire les risques d'inondation. Une réponse directe aux défis climatiques. C'est ce qu'on appelle une infrastructure verte. C'est à la fois écologique et en fait très économique. Au lieu de construire des systèmes d'égouts souterrains toujours plus gros, ce qui coûte une fortune, On utilise la nature en surface. voilà, on utilise la nature pour gérer l'eau. C'est une approche qui est de plus en plus adoptée partout dans le monde. C'est une solution doublement gagnante. À Laval, on innove aussi sur le plan social.
Les documents parlent du pavillon de cohabitation intergénérationnelle de l'organisme Village Urbain. On dirait une solution pour lutter à la fois contre l'isolement et la crise du logement. Oui, ce projet s'attaque à plusieurs problèmes en même temps. Il propose une nouvelle façon de concevoir la communauté en favorisant les liens entre les générations. Ça bouscule nos modèles d'habitation classiques, qui sont souvent en silo, les aînés d'un côté et les étudiants de l'autre. Ça pose une question vraiment importante sur les modèles d'habitation du futur. C'est vrai, une ville, ce n'est pas que des bâtiments et des infrastructures. Il y a aussi ce qui constitue son âme. Et ça m'amène au parc du Monument aux Irlandais, au pied du pont Victoria. Un exemple poignant qui honore la mémoire des 6000 immigrants irlandais morts du typhus en 1847. C'est essentiel d'avoir ce genre de lieu de mémoire. Ils ancrent l'histoire, même la plus tragique, dans le paysage urbain. Ça donne une profondeur. Ça nous rappelle que la ville s'est construite sur ses drames, sur ses vagues d'immigration. C'est une reconnaissance essentielle du passé qui a façonné la ville. Et un autre lieu emblématique qui se modernise, c'est l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. On parle d'un nouveau pavillon d'accueil certifié LEED Argent, construit avec des matériaux recyclés. Oui, et même avec des pierres du Mont-Royal. C'est très symbolique. C'est ça. On intègre le bâtiment au paysage avec des toits verts, des jardins. C'est un très bel exemple d'équilibre. On préserve le patrimoine, mais on adopte des pratiques de construction durable. On modernise l'expérience des visiteurs, mais en respectant le site. C'est un exercice délicat, mais réussi. Côté nature maintenant, le zoo Écomuséum à Sainte-Anne-de-Bellevue est assez unique. C'est le seul zoo extérieur de l'île qui est entièrement consacré à la faune du Québec. Et c'est plus qu'un zoo. C'est un centre de conservation et d'éducation. Oui, il éduque plus de 35 000 enfants par an. Et d'ailleurs, la nature est partout. Les documents rappellent que le printemps, c'est le retour de 350 espèces d'oiseaux migrateurs. Des lieux comme le Technoparc, le Mont-Royal, ce sont des points d'observation privilégiés. Ce qui nous dit quelque chose d'important, la nature n'est pas juste autour de la ville. Elle est dans la ville. Ça fait partie de l'identité de Montréal. Alors, justement, comment on vit et on bouge dans cette ville en pleine transformation? La mobilité active est en plein essor. Il y a cette nouvelle piste cyclable qui relie enfin Outremont et le plateau Mont-Royal. On comble un chaînon manquant du réseau. Ce terme de chaînon manquant est crucial, parce que ces connexions, c'est ce qui rend le réseau vraiment fonctionnel. Ce n'est pas juste pour ajouter des kilomètres de pistes, c'est pour que le vélo devienne une option viable pour les déplacements quotidiens, pas seulement pour le loisir. Et les chiffres le confirment. Dans certains quartiers comme Delorimier, le vélo représente jusqu'à 24% des déplacements à l'heure de pointe du matin. C'est énorme. C'est une part modale très significative. Mais pour les piétons, la situation semble plus nuancée. Je pense à la piétonisation de la rue Sainte-Catherine-Ouest, qui se fait de manière très progressive. Oui, c'est une approche par test, et c'est révélateur. On veut tenir compte des préoccupations des commerçants. Sainte-Catherine, ce n'est pas l'avenue du Mont-Royal, c'est le cœur économique de la ville. Donc on y va prudemment. C'est encore cette idée de dialogue, d'équilibre à trouver entre une ville plus conviviale pour les piétons et la réalité économique. Et bien sûr, il y a les grandes artères qui deviennent piétonnes l'été. Mont-Royal, Wellington, Saint-Denis, c'est devenu une tradition. Une tradition qui a prouvé son succès d'ailleurs. Alors, pour résumer tout ça, les documents nous montrent une région métropolitaine en pleine ébullition. On a un boom immobilier impressionnant, surtout à Laval, qui pourrait atteindre une année record de construction neuve, mais en même temps, une multitude de projets pour rendre la ville plus verte, plus inclusive, plus agréable à vivre. C'est exactement ça. La synthèse de tout ça révèle une tension créatrice. D'un côté, une croissance rapide qui répond à un besoin de logement. C'est indéniable. De l'autre, une volonté de préserver et d'améliorer la qualité de vie par les parcs, les espaces publics, les solutions écologiques. Le grand défi, c'est de faire en sorte que ces deux forces avancent de concert, que la croissance ne détruise pas ce qui fait la valeur de la ville. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être, pour méditer un peu. Avec tous ces développements qui transforment Montréal à une vitesse fulgurante, du petit parc éponge aux immenses complexes résidentiels, comment est-ce qu'on s'assure que l'ensemble de ces initiatives forment une vision cohérente? Autrement dit, comment faire en sorte que la ville de demain conserve l'âme et le caractère unique qui la définissent aujourd'hui?